Bonsoir, bienvenue dans votre émission Votre projet pour la Réunion. On va regarder vers le 8 mars, journée internationale de la femme, et j'ai invité une réunionnaise pour parler de la femme. Bonsoir Rudijou. Bonsoir Gismi, merci. D'abord, on va présenter Rudijou. C'est qui est Rudijou? Alors, qui est Rudijou? Rudijou est une réunionnaise de 41 ans. Je suis une épouse, une maman de 2 enfants. Je suis docteur en droit. Donc, j'ai fait un parcours universitaire, on va dire plutôt honorable. Je suis issue d'une famille de Réunionnais, un père Yab du Tampon et une mère malgache. Et quel est le métier de Rudijou? Alors, Rudijou gère ce qu'on appelle un service judiciaire de protection des majeurs. Donc, on s'occupe de toutes les personnes qui sont placées sous tutelle et curatelle. Donc, le public le plus vulnérable qu'on puisse rencontrer sur l'île. J'allais dire, ça place Rudijou dans une posture où elle a un regard sur cette société réunionnaise un peu plus que d'autres, parce que c'est sur la fragilité, sur le côté judiciaire. Tout à fait. Et on ne peut pas dire que notre société réunionnaise soit exempte d'autoreproche. Non, on a encore beaucoup de chemin à parcourir. J'ai la chance d'évoluer dans une profession qui me permet de concilier à la fois le social et le judiciaire. Parce qu'en tant que docteur en droit, évidemment, j'ai fait des études de droit pour défendre les plus faibles. C'était mon souhait à l'époque, ce que je n'ai pas nécessairement retrouvé dans la profession d'avocat. Ça ne me convenait pas nécessairement. Et là, dans ce métier-là, qui est un métier du médico-social, on a tout type de public, des plus jeunes, des moins jeunes, mais des publics vulnérables. Alors, avant de revenir à la profession, de voir un peu comment, à travers la réalisation de la profession, la femme réunionnaise s'affirme. D'abord, quel a été l'enfant Rudijou? Comment s'est passée son enfance, son adolescence? Alors, j'ai eu une enfance, on va dire, de petite réunionnaise dans un quartier. Alors, la confiance à Saint-Benoît. On parle beaucoup de Saint-Benoît de manière très négative aujourd'hui, avec les violences, etc. Eh bien, moi, j'ai un souvenir magnifique de Saint-Benoît. J'étais à la Confiance, puis après à Bras-Fusil. Tous les enfants jouaient ensemble. Donc, j'étais une petite fille studieuse. J'avais quelques facilités à l'école. J'ai eu cette chance-là d'un père enseignant et puis d'une mère au foyer, puisque ma mère a pris les études beaucoup plus tard, après s'être occupée de nous à la maison. Et puis, une enfance où vraiment on maillait toutes les cultures, toutes les origines sociales. On ne faisait pas de distinction. On passait notre temps aux cases. À l'époque, il y avait des cases dans les quartiers. Donc, les vacances, les week-ends, on était là aux cases. Voilà. Vous avez pensé à ce dessin qu'on voit de temps en temps sur un réseau social. On voit 4 enfants assis à côté. Il dit, avant, il n'y avait pas de juifs, de noirs, de blancs. Il n'y avait que des copains. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et cette idée un petit peu de la naïveté enfantine qui fait qu'on arrive à se brasser sans considération, j'ai vraiment eu la chance de connaître cette réunion-là. Et cette réunion-là, elle demeure encore un peu au niveau des écoles primaires, des écoles maternelles, mais ça commence à se sentir, à partir de cet âge, on commence à sentir la différence. Oui. Et ça ne vient pas des enfants, ça vient des parents. Tout à fait. Il y a cette inquiétude. Et maintenant, en tant que maman, je le ressens beaucoup plus, cette inquiétude de voir que plus on avance dans l'âge et plus il y a les a priori, les préjugés et une sorte de volonté de se distinguer en fonction du statut ou de l'origine. Et le problème de la Réunion, c'est le premier couple à faire des enfants, ça a été donc Anne Mousse, malgache, avec un métropolitain, Tessier, je crois. Tessier, tout à fait. Pas me tromper. Mm-hmm. Et voilà, je veux dire, ce premier mélange-là a donné naissance à... Non, c'est Anne Mousse qui est la première réunionnaise. Et c'est elle qui va enfanter après avec un métropolitain. Je veux dire, le mélange malgache, blanc, yab, métropolitain, à La Réunion, c'est quelque chose qui est courant, quoi.
qui est courant et puis qui est constitutif du peuplement réunionnais. C'est nous. Nous sommes les premiers Réunionnais d'origine malgache, nous sommes des métis, les premiers créoles. Et je suis fière d'ailleurs de ma génération d'être encore un petit peu ce témoin du métissage. Et il y a quand même quelque chose, parce que là, se dire comore ou malgache il y a 30, 40 ans, c'était pas quelque chose dont on était fier. On n'avait pas... Aujourd'hui, on est très fiers d'annoncer ça, de dire on a du sang malgache, mais il a fallu une évolution. Il a fallu une évolution. C'est vrai que c'était presque douloureux d'affirmer cette origine un petit peu d'Afrique, de Madagascar ou des Comores. Aujourd'hui, on en est fiers, on le revendique, hein, c'est une question identitaire, parce qu'il faut savoir d'où l'on vient pour savoir qui l'on est aujourd'hui, et c'est très bien. Et l'inquiétude, par contre, c'est de se dire attention au regard des prochaines générations sur ces origines-là. Parce qu'on a eu la honte, on a eu l'affirmation, et il ne faudrait pas retomber dans la honte. C'est peut-être l'inquiétude. Alors, quand on parle du peuple réunionnais, de son métissage, bon, il y a eu donc les esclaves, il y a eu les Blancs, les Français, il y a eu les engagés. Après, il va y avoir l'arrivée des Chinois, des musulmans, des Rodriguez en fin d'engagisme. Il y a une réalité, c'est que la Réunion s'est constituée au fil du temps. Les mélanges se sont faits au fil du temps. Aujourd'hui, est-ce que ce mélange est... Il y en a qui revendiquent ce mélange. Je revendique ce métissage. Je revendique ce métissage. Je suis moi-même une métisse. J'ai vécu avec deux cultures. La culture réunionnaise de l'époque, donc le fameux Yab. Mon grand-père était lui-même ce qu'on appelait les petits colons. Il travaillait pour un gros blanc. Même s'il était blanc, il était petit. Donc, et à côté de ça, ma mère qui venait de Madagascar pour faire ses études. Donc j'ai vraiment eu cette richesse de deux cultures. Et c'est ce qui fait aujourd'hui mon identité unique, spécifique, mais oui, je le revendique parce que je parle de richesse, c'est une réalité. Et comment, au fil du temps, ça s'est révélé, parce que ça se révèle à soi, d'une part, ce qu'on est, mais surtout d'affirmer ce qu'on est parmi, j'allais dire, au sein de cette société réunionnaise qui parfois a des comportements un peu malsains. Alors, on va se l'avouer, Jismi, c'est pas évident. C'est pas un parcours facile, fluide, et encore plus quand on est une petite fille et qu'on grandit dans une société effectivement où on a encore des codes un peu figés. Hein. Je parle du papa réunionnais, du grand-père réunionnais. On le sait, il y avait une sorte de fermeté à élever ces filles qui n'étaient pas équivalentes pour les garçons. De la même manière, alors j'ai une double culture, une mère malgache avec un système matriarcal où la femme quand même a beaucoup de place, est très forte, donc une sorte de contradiction culturelle et identitaire. Donc oui, la construction se fait sur le temps. Si on reprend la France après la Première Guerre mondiale, la femme était au foyer, l'homme allait à l'usine. C'était un équilibre dans le partage pour le partage du travail entre les familles. Oui. Mais quand la femme a voulu travailler, tout à fait, ça a changé la donne. Et il y a une chose aussi qui est vraie, c'est que à chaque fois qu'on a donné un peu de pouvoir à la femme, c'est parce que on voulait qu'elle dépense de l'argent. En 1964, on lui donne la possibilité d'ouvrir un compte sans l'aval de son mari, c'est pour qu'elle dépense. Inciter à dépenser. Tout à fait. Et on voit que l'homme s'est érigé en être supérieur à la femme et que c'est lui qui décide. La société réunionnaise, heureusement ou malheureusement, comporte également ces éléments. Oui, effectivement. Après, je pense qu'il n'y a pas... tout n'est pas ou tout blanc ou tout noir, et il n'y a pas d'antagonisme à pouvoir être à la maison, s'occuper de ses enfants, faire le repas, et à côté de ça, d'être une femme qui travaille, indépendante, et... alors, je l'ai dit, ça ne se fait pas de manière aussi naturelle peut-être, et ça se travaille. C'est un destin qui s'arrache,
effectivement, mais c'est envisageable. Moi, aujourd'hui, je prends plaisir à m'occuper de mes enfants et à faire la cuisine, à me dire que quand mon mari part au travail, eh ben, je le fais. Et puis, de manière inverse, lorsque moi, je pars au travail et puis que je suis très engagée au niveau associatif, eh ben, il m'aide à faire ça, il me soutient là-dedans. Donc, c'est un équilibre qu'on a dû trouver homme-femme. Voilà, cet équilibre-là que Rudiger a réussi à l'installer au sein de son couple, ce n'est pas évident de le voir dans la société réunionnaise. La femme n'est pas encore considérée totalement dans ce qu'elle est. Tout à fait, c'est vrai, Gismi, et il y a encore beaucoup de préjugés à La Réunion et de difficultés, de souffrances. On parle beaucoup, alors au niveau professionnel, je vois les violences conjugales, l'illettrisme chez la femme, la vulnérabilité féminine. C'est une réalité de notre société qui me touche particulièrement professionnellement et même personnellement parce que je me dis, ce n'est pas notre Réunion. Et on a dans l'histoire, alors vous avez évoqué Anne Mousse, on peut évoquer Célimène, on peut évoquer, alors peut-être Madame des Bassins, aussi, qui a fait controverse. Là encore, l'image a été, je trouve, un peu... on a mis une image, parce que c'était une femme, je pense, parce qu'elle a réussi, après la mort de son mari, elle a réussi à garder son exploitation. Je pense que les hommes lui ont mis une image négative. Oui. Alors qu'elle s'occupait de ses esclaves, qu'elle en prenait soin, plus de 300 esclaves, je crois. Elle a réussi à maintenir l'exploitation. Et je ne suis pas sûr que les hommes ont apprécié cette... Elle a fait figure d'exception dans son époque. Effectivement, c'était très rare pour une femme. C'était une chef d'entreprise. Pour l'époque, quand même, c'est pas rien, une femme chef d'entreprise. Donc oui, on l'a un peu diabolisée. Effectivement, parce qu'elle ne correspondait pas à la figure de la femme de l'époque. Tout à fait. Mais elle a mené son chantier comme il le fallait. Elle a tenu. Alors aujourd'hui, on dit ah où est pareil, Madame des Bassins, parce qu'elle était ferme. Elle avait une sorte de fermeté. Elle était obligée de l'être à cette époque-là. Tout à fait. Non, je ne veux pas dire le contraire. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle des paradoxes. Le premier enfant né sur cette île de la Réunion, ce n'est pas Anne Mousse. Ce sont ses deux cousins. Il y a deux cousins à elle qui sont nés avant, mais que l'histoire ne va pas retenir parce que les garçons n'enfantent pas. La première a enfanté un enfant sur la... Non, elle a été la première fille enfantée qui va après donner naissance à d'autres enfants. Donc, c'est vrai qu'à un moment, on voit que les postures ne sont pas simples et que entre ceux qui revendiquent une société patriarcale plutôt que matriarcale, il y a cette... Et la preuve, à chaque fois qu'on a fait un putsch à Madagascar dans l'histoire, la reine a été envoyée en exil. Tout à fait. Tout à fait. C'est bien cette contradiction identitaire et ce mélange de cultures aussi peut-être qui fait que parfois on a un peu de mal à se positionner et à trouver cette place dans une société. Ben, forcément, on a un brassage, un métissage et peut-être que c'est plus difficile de construire une identité de femme réunionnaise dans une société brassée. Et cette société brassée, si on regarde, on part de l'esclavage, il y a les engagés, il y a d'abord les Africains et les Africaines, il y a les Indiens et les Indiennes. On voit que ce n'est pas simple. Et là où moi je trouve qu'ils ont fait un exploit entre les Français qui étaient là, qui parlaient le vieux français de l'époque, les esclaves qui parlaient leur langue d'origine, les Indiens qui arrivent après qui parlent leur langue. Je dis, là, c'était vraiment un brassage, il fallait se comprendre. Et on a notre créole. Voilà, c'est pour ça que quand on regarde cette île, elle est vraiment née d'une expérimentation forcée. Oui. Elle est intense et elle porte bien son nom parce qu'à l'origine même de son peuplement, elle était intense. Et cette identité est intense parce que oui, il y a ce brassage. Il a fallu créer donc sa propre langue, trouver une manière de communiquer. Et les femmes ont été partie prenante de ce travail. Et non seulement elles ont été, elles ont pris part à tout ce qui s'est fait,
Mais surtout, on voit encore que les hommes vont les réduire parfois à des situations inférieures. Et comment la femme doit aujourd'hui, quand on regarde l'histoire de la Réunion, et on part des années 60 à aujourd'hui, là encore, ça a été une grosse bataille entre la contraception, le planning familial, les avortements forcés, les stérilisations forcées. Il y a encore un procès dans l'Est, normalement, sur cette histoire de stérilisation forcée. Comment la femme... Et aujourd'hui, on regarde les violences intrafamiliales, les violences conjugales. La femme est souvent victime. Enfin, la plupart du temps, c'est la femme qui est victime de ce genre de violence. Comment la femme doit évoluer pour qu'on la respecte et qu'on lui restitue ce qui est à elle, c'est-à-dire sa place? Alors, vous voyez, on a évoqué pas mal de femmes, Madame Desbassins, Célimène, Anne Mousse. À l'époque, il n'y avait pas de texte qui garantissait les droits. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'évoluer dans une société où il y a des conventions internationales des droits de la femme, on a des lois qui garantissent l'égalité entre autres hommes et femmes, la protection de la femme fragile, mais plus largement, et ça peut paraître paradoxal pour une docteure en droit, au-delà du texte, au-delà de la loi, au-delà de ce que l'État pourrait garantir, le destin de la femme se construit par elle-même. Et ce que j'aimerais dire aux femmes réunionnaises, c'est de n'ayez pas peur. D'autres avant nous l'ont fait dans des contextes encore plus défavorables qu'aujourd'hui. Oui, il y a un souci. Aujourd'hui, on a l'impression que tout est, pour certains ou certaines, tout est acquis. Tous les combats ont été menés. Aujourd'hui, la femme a sa place, l'homme a sa place, les enfants. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Rien n'est acquis et tout est à construire d'une génération à l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir garder des générations précédentes. Je suis beaucoup sur la transmission. Je suis vraiment très favorable au fait de garder les valeurs, de garder ce qu'on nous a appris et la force de nos grands-mères, de nos mères. On a des femmes qui sont très ancrées dans la foi. Moi-même, je suis très croyante parce que je l'ai reçue aussi de ma mère, notamment. Il y a des femmes qui sont ancrées dans la culture, de la chanson, etc. Il y a des femmes qui sont entreprenantes. Tout ça, ça nous vient du passé. Alors c'est vrai qu'à La Réunion, on parle beaucoup des ancêtres, mais plus que d'en parler, gardons à l'esprit qu'ils ont peut-être des choses à nous transmettre, en tout cas qu'ils nous ont transmis génétiquement, culturellement, enfin tout ce qu'on veut. Et cette transmission-là, on doit continuer, on doit le faire envers la génération future qui arrive, nos petites filles qui arrivent dans une société où, comme vous le dites, on a l'impression que tout est acquis, mais c'est pas vrai. Et justement, comment ne pas attendre un 8 mars pour que la femme prenne conscience que ce combat-là, c'est un combat de tous les jours, de chaque instant, et qu'il va falloir, comme dans le monde, hein, parce que la femme, dans certains pays, a encore beaucoup moins de droits qu'en France, qu'à La Réunion. Donc, il y a une réalité. Comment faire prendre conscience aux jeunes filles, aux enfants, que c'est un travail à long terme? Eh ben, il faut le faire dès tout petit. Moi, j'ai une fille, voilà, elle a 10 ans, et ma principale préoccupation pour ma fille, c'est de me dire qu'elle doit avoir confiance en elle, elle doit savoir quelle est sa place dans cette société, elle doit se respecter d'abord, avant d'attendre que les autres se respectent, il faut qu'elle se respecte. Et c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, elle me disait, tu sais, on a fait la journée des droits de l'enfant, alors on a droit à ci, on a droit à ça. Je lui disais, tu sais, tes droits, c'est d'abord toi qui dois te les respecter, avant d'attendre que les autres respectent tes droits. Respecte-toi d'abord. Donc, les droits qui sont transmis dans des textes ou retranscrits dans des textes sont des droits qui doivent être vécus au quotidien et qui doivent être reçus naturellement. Et à côté de ces droits, on a aussi des obligations. Je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'antinomie à faire le repas pour son mari et ses enfants. Au contraire, il y a beaucoup de plaisir. Il ne faut pas se dire, oui, il ne faut pas non plus tomber dans un féminisme à outrance. Donc c'est cet équilibre-là qui est difficile et qu'on doit trouver dès petit. D'autant que cet équilibre est très aléatoire en fonction des gens, en fonction de leurs sentiments, de leur caractère. Il faut vraiment qu'il y ait des gens qui aiment rester à la maison, faire la popote, c'est bien aussi. Hein, y a pas... C'est très bien.
Et elles se réalisent, il y a des femmes qui se réalisent comme ça. Ouais. On porte un jugement peut-être à l'inverse aujourd'hui, de se dire attention, si tu restes à la maison, que tu ne travailles pas, c'est que tu n'as pas réussi ta vie, c'est que tu ne te défends pas. Non, attention aussi à ces discours-là. Je veux dire, une femme, c'est pour ça que je tiens vraiment à se dire, la première à devoir se respecter, la première à devoir s'aimer, la première à garantir ses droits, c'est la femme elle-même. Donc, quel que soit son choix de vie, dès lors qu'elle a choisi, quel que soit son choix de vie, elle doit faire fi des regards portés par la société et gagner cette confiance, garder cette confiance. Et l'élément qui va sans doute peser dans maintenant et dans les années à venir, c'est la femme qui décide de ne pas avoir d'enfant. Le regard de l'autre, c'est pas le plus important. C'est vraiment pas important. C'est comment la femme va vivre toutes ces années, sachant qu'elle a fait le choix de ne pas avoir d'enfant. C'est compliqué, Gismi, dans une société, encore plus à La Réunion, on le sait. Hein. Gad Ali, ce fameux Gad Ali, on ne connaît pas un tel ou tel, il fait pas mal en mailloté. Donc, on a encore beaucoup cela dit l'a fait, ces propos un petit peu jugeants, finalement. Et effectivement, si c'est un choix, il faut l'assumer pleinement. Voilà, c'est ça, il faut faire un travail pour assumer les décisions qu'on prend et faire fi du regard des autres. Le regard, et ça c'est quelque chose que j'ai appris à un moment, ne donnez pas aux autres un pouvoir sur vous. Que ce soit un homme ou une femme, ne donnez à personne un pouvoir sur vous. C'est exactement ça. Et vous savez, un jour, mon directeur de thèse, je suis arrivée un petit peu penaude parce que j'avais fait une conférence où il y a eu pas mal de critiques. J'avais pris parti un avis un peu marginal. Et mon directeur de thèse m'a dit Ruth, vous ne pouvez pas être aimée de tout le monde. Et quand vous entendez ça, vous dites mais mince, c'est possible ça? Tout à fait. Voilà. Et du moment où on prend conscience de ça et on l'accepte en se disant c'est pas grave, au moins d'être aimé de ceux qui nous aiment, c'est déjà bien. Alors il faut, attention, il y a un chemin, je ne dis pas que c'est du jour au lendemain, il y a un chemin à parcourir et c'est douloureux. C'est douloureux. C'est douloureux et surtout, c'est lorsque vous ressentez les choses, lorsque vous prenez une décision, même si ça va vous faire souffrir pendant un moment, il vaut mieux cette souffrance-là qu'une souffrance hypocrite que vous allez garder en vous pendant des années et des années. C'est aussi ça, une posture. Et je pense que parfois, que ce soit un homme ou une femme, le fait d'affronter parfois des choses qui lui fait mal, ou qui l'a fait mal, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose dans lequel il ou elle va s'installer, préfère une hypocrisie, faire semblant, plutôt que... C'est plus confortable. Voilà. C'est plus confortable de... on se conforte dans des apparences ou dans quelque chose qui nous semble plutôt bien, convenir. Alors que oui, faire face à ce genre de réalité, ça peut être violent. Ça peut être violent. Et à ce niveau-là, l'homme et la femme est sur le même pied d'égalité. Faire face aux choses, ce n'est pas donné à tout le monde. Merci Ruth Dijoux. Merci Gismi. On a pris plaisir à échanger. On va avoir d'autres occasions de le faire sur d'autres sujets. Et je pense qu'aujourd'hui, d'une manière générale, il est important de rendre à la femme la place qui est la sienne, parce que je pense que si on y arrive, le monde sera un peu meilleur, je pense. Merci Ruth Dijoux. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.